Bonjour et bienvenue sur mon bilan lecture de janvier 2022. Donc j'ai lu 17 livres en janvier, du bon, du moyen et du très moyen. Alors, je ne vais pas vous dire trop quels sont tous les défis dans le Traveling Challenge parce que il y avait tout. En fait, on a fait une rétrospective de tous les challenges de l'année d'avant, donc on pouvait voilà, choisir à peu près n'importe quel livre pouvait rentrer dans les challenges. Je vais vous commencer par les 3 livres que j'ai lus sur le Kindle, sur mon e-book. Et donc le premier, c'est L'appart d'en face de Avril sur un fil. Alors, Avril sur un fil, c'est en fait un compte Instagram que je suivais déjà depuis quelques temps parce que à la base, Virginie, elle est créatrice de, enfin pas créatrice, elle est couturière amatrice, voilà, et donc je pouvais suivre ses coutures depuis quelques temps déjà. Et donc, quand on m'a conseillé de lire son livre, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas. En plus, c'était assez amusant de voir comment elle a pu mettre quelques petites touches de couture dans le couture amateur dans le livre. Donc voilà. Alors, La part d'en face, c'est un livre que j'aurais pas forcément lu si je connaissais pas Avril sur un fil, là, le conte de Virginie, parce que c'est pas quelque chose qui normalement, c'est pas un style de livre qui normalement me plaît, puisque c'est plutôt une romance, donc c'est pas trop mon style. Si vous me suivez, vous savez que c'est pas trop mon style. Là, on va suivre Clara qui vit à Strasbourg, donc qui a 35 ans, quelque chose comme ça, qui vit à Strasbourg, qui est institutrice, qui aime la couture, donc c'est comme ça qu'on a les petites touches de couture et les loisirs créatifs. Et Clara, en fait, vit en face d'un homme qu'on appelle l'écrivain, qui est un de ses amis assez proches, avec qui elle partage euh, des moments, voilà, qui est un ami qui... Je sais pas comment expliquer, bon, qui est un ami. Clara, elle a perdu ses parents quand elle était enfant. Elle a une famille, le reste de sa famille, donc son frère et la famille de ses voisins qui sont très proches. Donc c'est vraiment son cocon protecteur. Et en fait, on va suivre peu à peu l'histoire d'amour de Clara et de l'écrivain, hein. C'est assez flagrant depuis le début. On se doute de la fin, voilà. Ça prend pas mal de temps. Alors, je sais qu'il y en a qui, du coup, potentiellement l'ont trouvé un peu long. Moi, ça m'a bien plu ce côté, justement, de prendre le temps de mettre en place l'histoire d'amour, j'y vais pas, toutes les questions que Clara peut se poser en disant non, mais j'y vais, mais j'ai peur. Et en fait, tout le temps que l'écrivain peut mettre à, on va dire, casser les barrières de Clara, pour moi, ça, c'était quelque chose de plutôt qui m'a beaucoup plu et qui fait que j'ai pu vraiment aimer ce livre. Et donc au final, moi, les longueurs ne m'ont pas du tout, comme j'ai pu le lire quelque part, m'ont pas du tout posé souci. Au contraire, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Mais ne nous attendez pas à une histoire d'amour qui se fait en deux-deux. Il y a aussi Clara, on s'en doute, elle porte pas mal de secrets. Donc on attend, je vais pas vous les dévoiler puisqu'on attend vraiment la toute fin. Pour être honnête, j'avais trouvé plus ou moins ce que c'était. Je m'attendais presque à plus pour le coup. J'ai été un peu, bah oui, oui, bon ben donc moi ça m'a pas, c'est pas venu comme une surprise. C'était tellement pour moi évident que je m'attendais presque à ce qu'il y ait autre chose que ça. Honnêtement, j'ai passé un très très bon moment de lecture, donc je vous le recommande surtout si vous êtes fan de ce genre de livre-là, de romance. Mais même moi qui n'en suis pas forcément fan, j'ai vraiment passé un très bon moment. Je l'ai dit plusieurs fois à Virginie. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer sur l'appart d'en face. Le deuxième livre que j'ai lu, c'était L'événement de Annie Ernaux. C'était pas mon premier livre que je lisais d'Annie Ernaux, et si vous êtes familière de son genre, de livre qu'elle écrit, c'est un peu toujours le même style. Elle va le décrire de manière extrêmement pas froide. Ah, vous allez voir, à mon avis, non, c'est bon, Brooklyn est dans le coin, mais il est plutôt sage. Donc vous allez voir, elle va décrire en fait de manière assez pas, presque froide, en fait, c'est un peu l'impression que ça fait, mais sans émotion, plus ou moins sans émotion extrême, en tout cas, des événements de sa vie qui sont assez traumatisants. J'avais lu
Mémoire d'une jeune fille, je crois que c'était un de ses livres, où elle racontait un peu son viol. Et là, donc, elle raconte son avortement. Donc, elle tombe enceinte, donc, et bien sûr, avortement illégal, puisque c'était avant l'autorisation de l'IVG. Donc, en fait, elle va un peu raconter comment elle tombe enceinte, quel est mettre le. C'était souvent des romans très courts, mais qui sont très prenants et importants dans le temps. Elle les met vraiment dans le temps, dans l'époque, et de comment elle l'a vécu, sans que ça soit vraiment dans l'émotionnel. Euh, elle est assez intellectuelle, elle va un peu intellectualiser les choses, un peu expliquer de manière. C'est pas du tout un roman et émotionnellement, j'allais pas dire fort, c'est très fort, mais on va pas la voir pleurer toutes les 2 minutes. Loin de là. Elle prend les choses avec beaucoup de je sais, je trouve pas mes mots, mais elle exprime vraiment tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle fait, mais de manière très froide. J'arrive pas à te redire d'autres mots, même si ça la touche, hein, c'est pas ça, mais elle a une analyse critique de ce qu'elle a vécu, de comment elle le ressent, de comment ça se passe. Et donc vraiment, alors je sais qu'il y a un film qui vient de sortir dessus. Je pense que c'est un livre qui est important, surtout en ce moment où on voit que l'IVG est de plus en plus menacée. Dans certains pays, comme c'est le cas même aux États-Unis ou dans d'autres pays européens. Et je pense que ça montre à quel point c'est important et que c'est une avancée pour la femme et qu'on pouvait mourir de ce non-désir d'enfant qui pouvait exister avant l'apparition de l'IVG. Donc un très très beau livre. Je pense qu'Annie Ernaux est une grande écrivain de la condition féminine du XXIe siècle, ou du XXe siècle même. Et c'est vraiment, pour moi, une des plus grandes écrivaines françaises de ces dernières années. Troisième livre que j'ai lu, je me tape sur le Kindle, c'est Les Beaux Mensonges de Céline de Rohany. Alors, je suis tombée sur le livre parce j'ai choisi ce livre parce qu'il rentrait dans beaucoup de cases du challenge, et je me suis dit tiens, pourquoi pas. En plus il me tentait bien. C'était on va suivre en fait une policière de Nantes qui vient juste de commencer à Nantes. Elle revient à Nantes après des années. Je m'attendais à ce qu'il se passe un truc avec son passé, pas du tout, hein, ou très peu. Qui va enquêter sur le meurtre d'une grande bourgeoise nantaise qui était directrice d'une biscuiterie, je crois, et en même temps qui vraiment était une philanthrope, aidait beaucoup d'associations, etc., en particulier pour les SDF, etc., etc. Et alors, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce roman. Je pense que la plupart... En fait, l'histoire, elle est top. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'intrigue. Par contre, il y a un gros problème, et je pense que c'est plus au niveau des éditeurs. Céline de Rohany, donc l'autrice, nous donne les noms de tous les personnages. Et quand je dis nom, c'est le nom, prénom de tous les personnages. Et du coup, ça brouille totalement le récit. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir le nom et le prénom de la concierge du frère du témoin numéro 20, en disant elle s'appelle Simone Gauthier, j'en sais rien, hein, voilà. Et en fait on se dit tiens, si elle me donne le nom, moi j'ai l'habitude de me dire tiens, peut-être qu'elle a un rôle dans le personnage. Non, elle revient jamais, on la voit jamais. Et je pense que je me suis arrêtée de compter à 40 personnages dont elle a donné les noms et prénoms. Et donc en fait ça, alors qu'elle aurait dit la concierge, ça aurait suffi. Alors oui, c'est pas bien de donner, de limiter avec son rôle, mais au moins qu'on puisse comprendre. Elle ne revient jamais dans le récit, donc j'ai pas besoin de savoir qui elle est, comment elle s'appelle et à quelle année elle est née, par exemple. Et du coup, ça m'a complètement perdue. À tel point qu'à un moment, je notais tous les personnages et j'ai dû revenir en arrière, noter. Je ne savais plus qui était qui. Enfin, donc ça m'a vraiment posé souci. Et c'est dommage parce que je pense qu'avec un petit travail éditorial sur ça, le livre aurait pu vraiment être plus intéressant. Il est quand même assez long, je crois qu'il fait 450 pages pour être, je crois, de mémoire. Et pourtant, il y a plein de personnages, il y a tellement de personnages, en fait, on va très peu dans la psychologie des personnages. On va très peu à part peut-être un peu Céleste, le personnage principal, et la victime, mais le reste,
On ne sait pas du tout. Il y a plein de questions qui restent sans réponse. Pourquoi, par exemple, je sais que... Alors, la, la médecin légiste fait plein de remarques parce qu'elle connaît la femme de Céleste. Et elle fait plein de petites remarques comme si elle n'aimait pas Céleste. On ne saura jamais pourquoi. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça où on ne sait pas pourquoi. Et je trouve que c'est dommage parce que ça gâche en fait le, le récit principal de pourquoi est-ce que cette industrielle bourgeoise riche est décédée, quel a été son passé, comment elle a vécu, qui sont très intéressants. Et je trouve que c'est dommage. Donc, pour moi, un raté. Maintenant, je vais les prendre totalement au pif. Donc, j'ai lu le tome 3, Le braconnier du lac perdu, de Peter May. C'est le tome 3 donc, de la trilogie écossaise de Peter May. J'ai déjà dit que j'adorais le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 ne fait pas exception. Et même, je pense que c'est mon préféré quasiment des trois. Où on va retrouver Finn MacLeod qui va enquêter sur... je veux pas te vous dire trop, mais en fait, il y a un avion qui était tombé au fond d'un loch. Ce loch va se vider par un phénomène qu'il explique dedans, et du coup, on va redécouvrir l'avion. Et normalement, et donc, il y a un cadavre dans l'avion. Et ce cadavre, c'est censé être un ami de Finn lorsqu'il était jeune. Voilà. Et donc, il va un peu enquêter sur... On croyait que cet avion n'était pas du tout censé être là. Il était censé s'être abîmé en mer bien plus loin. Et donc, en fait, c'est toute l'enquête qui va avoir voilà, voilà, et qui va faire qu'on va avoir un gros jeu passé-présent. Donc on va, comme pour les précédents, découvrir une nouvelle période de la vie de Finn ou qui vont influer, qui vont avoir un rôle et des personnages de la vie de Finn qu'il avait. Là, c'était un peu plus tard, c'est quand il était au lycée, début de la fac. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant ce passé-là et cette enquête-là. Et vraiment, je pense que c'est mon préféré de la trilogie. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore Peter May et l'île de Lewis et la trilogie écossaise, je vous le recommande chaudement. C'est vraiment de mes trilogies préférées, de mes romans policiers préférés. Autre bonne surprise, Les Refuges de Jérôme Loubry. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais lu, je crois que c'était en décembre, j'avais lu Les Sœurs de Montmort, donc le dernier livre de Jérôme Loubry, et j'avais trouvé ça pas top. J'avais pas trop, et je comprenais pas la hype qu'il y avait auprès de Jérôme Loubry. Là, ça y est, j'ai lu Les Refuges, je comprends la hype, ce livre, il est bien mieux. Et alors, c'est amusant parce que j'ai vraiment vu les parallèles et comment on reconnaît la patte de Jérôme Loubry dans Les Sœurs de Montmort, maintenant que j'en ai deux. C'est le même schéma, mais autant c'était raté dans Les Sœurs de Montmort, autant j'ai trouvé ça réussi dans Les Refuges, où il y a vraiment un vrai intérêt pour l'histoire et pour les différentes périodes. Alors je sais qu'il y en a qui ne supportent pas quand c'est... Je peux pas rentrer en dévoiler parce que c'est ça, mais il y a plusieurs histoires. Donc on va commencer, on va suivre Sandrine qui doit aller vider la maison de sa grand-mère sur une île abandonnée où il n'y a que quelques personnes qui vivent. Et elle n'a pas connu sa grand-mère, ou très peu, et donc elle ne la connaît pas, et donc elle va débarquer sur cette île, où elle apprend qu'elle est un peu bloquée là pour quelques temps. Tous décrivent la défunte comme quelqu'un de charmant, loin de l'image qu'elle en a, puisque sa mère et sa grand-mère ne se parlaient plus, et donc elle n'a jamais connu cette grand-mère, et elle a toujours une idée un peu... voilà. Sauf qu'en fait, ça, c'est une histoire dans l'histoire. Et donc, il y a deuxième partie, on va suivre un flic qui mène l'enquête sur... il va découvrir... Ah oui, il va découvrir Sandrine, qui erre sur la plage. Et du coup, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, donc, on a laissé Sandrine sur cette île, là où il se passe un peu des choses bizarres. Toute seule, elle hésite très peu. Et... on va suivre ensuite le flic, on change de personnage de narrateur, et on va suivre le flic qui va essayer de découvrir ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à Sandrine. Sachant que lui a vécu un drame personnel également, vient juste d'arriver sur la région, et donc il y a ces deux histoires qui vont s'embriquer. J'ai trouvé ça, alors je peux pas vous dire ce à quoi ça m'a fait penser, parce que je pense que ça vous spoilerait totalement, mais ça m'a beaucoup fait penser à un film assez connu et un livre assez connu aussi, et vraiment j'ai beaucoup aimé, voilà.
Après, je sais que y a certains, ça ne leur plaira pas parce que, à cause du ressort justement de ce livre, moi ça l'a fait, voilà. Je peux rien dire, c'est horrible parce que sinon ça vous divulguerait totalement l'histoire, mais voilà, moi ça m'a bien plu. Un autre livre que, alors là par contre c'est celui que j'ai le moins aimé de tout le mois de janvier, c'est La Catabase de Jack Giaccoli. Alors La Catabase, on va suivre, ah oui, on va suivre un policier, un duo de flics qui découvre. Alors en fait on commence, la première image, on est dans une salle où il y a une femme qui va se faire torturer selon les... Alors il dit, j'ai bien reçu vos paiements, nous allons pouvoir commencer conformément à vos directives. Donc en gros il y a des gens qui ont payé un mec pour torturer et tuer une femme. Et donc on va suivre plus ou moins cette enquête puisqu'on va trouver, les flics vont tomber sur la vidéo, essayer de trouver qui a fait ça, etc. Comment. Alors, pourquoi j'ai pas aimé? Alors, la première scène, le premier chapitre, il est vraiment gore, mais vraiment gore. Je suis pas très sensible, mais là, même moi, j'ai failli ne pas pouvoir continuer. Et par contre, après, ça retombe total. Alors, il y a un côté un peu... j'aime bien regarder des trucs un peu de terreur, de gore, etc. Mais après, le reste, c'est le soufflet complètement retombé. Et en fait, je ne comprends pas l'intérêt de ce livre. Voilà. Je trouve qu'après, à part cette première scène qui est très gore et du coup c'est un peu trop, après c'est plat, tout le monde est pourri, tout le monde est un connard, tout le monde était... Alors il y a un petit ressort narratif qui est intéressant et honnêtement, je m'étais pas attendue à ce que la personne qui était coupable, qui soit le coupable. Donc ça c'est plutôt bien fait, mais tout le reste... pour moi, ça l'a pas du tout fait. Je trouve que tout le monde est pourri, tous les pourris gagnent. Donc, il n'y a aucun des personnages qui ne vaut la peine. Soit peut-être la fille, ouais, la fille de la femme qui meurt, mais tout le reste, ils sont tous pourris et voilà. Donc, on va vite passer à autre chose. Alors, autre polar, j'ai lu beaucoup de polars en janvier. Dominique Sylvain, Mousson froide. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais il y a un truc qui m'a un peu dérangée. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un polar qui est très particulier parce que on va suivre 4 personnages principaux et on va passer dans leur tête à chaque fois. Donc, les 4 personnages qu'on va suivre, vraiment, voire 5, c'est donc un méchant. On sait dès le début qu'on a la tête du méchant qui est vraiment voilà, un tueur pourri, vraiment voilà, le pire ordure que vous puissiez imaginer. Un flic alors le méchant il est d'origine coréenne, le flic est aussi d'origine coréenne mais qui vit à Montréal et qui est un peu perturbé, qui a pas mal qui est un peu sombre dans son truc, qui est vraiment, qui est à la limite de l'alcoolisme, etc. Sa mère, donc on suit également sa mère, donc 5 personnages. Sa mère, qui est partie de Corée il y a longtemps. La flic binôme qui est canadienne du flic initial, qui elle a aussi subi qui est native américaine je crois, et qui a subi un choc aussi quand elle était plus jeune. Et mon personnage préféré, le chien. Le chien de la flic, parce que la flic, j'ai pas prévenu, la flic elle est maître chien pour la police. Et du coup lui c'est un chien policier et en fait il s'appelle Jindo je crois. Et on va suivre lui, ce qu'il pense, comment il pense et c'est le personnage le plus intéressant de toute l'histoire. Alors je sais, il dit comme ça, on dirait les personnages... Non, tout le monde est intéressant, mais lui, il est vraiment... c'est génial. Et donc c'est vraiment grâce à ce chien que j'ai vraiment, vraiment accroché. L'intrigue en soi, elle est intéressante, mais sans plus, c'est vraiment, voilà, comment la vision des personnages, qui est vraiment intéressante. Il y a un truc qui m'a quand même embêtée dans ce livre, c'est la chance inouïe, inespérée et totalement incrédible, donc ça se dit pas incrédible, pas crédible, du méchant. Le méchant, peu importe, il a un pot de fou qui fait que c'est dommage, ça m'a un peu gâché l'histoire. Il trouve ce qu'il veut quand il a besoin, il trouve tout comme il a besoin, tout lui tombe tout cru dans le bec, on va dire. Et c'est vraiment quelque chose qui, du coup, moi, m'a dérangée. À part ça, c'est un très très bon polar. Moi j'ai vraiment... Alors,
C'est marrant, je l'avais pas lu depuis un moment, alors c'était un cadeau de mon beau-frère pour l'année dernière. Et j'avais mis un peu de temps à le lire parce que je trouve que pour moi la couverture est ratée. Et du coup, j'avais pas du tout, ça m'avait l'air d'être un truc très poétique, un peu chiant, voilà. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout quelque chose d'un peu chiant, et c'est vraiment un roman qui est, alors ils disent un roman peuplé de personnages complexes, attachants souvent, terrifiants parfois. Bon, terrifiant, oui, parce que c'est vraiment le méchant, c'est vraiment un gros salaud. Les autres sont plutôt attachants en effet, et surtout, surtout le chien. Voilà, franchement, c'est ça. Voilà, rien que pour ça, il faut le lire. Alors, maintenant, mon coup de cœur absolu de janvier, la carte postale. J'ai adoré, adoré, adoré ce livre. Alors, on va suivre, donc c'est la carte postale d'Anne Berest aux éditions Je le dis jamais, Grasset. La carte postale d'Anne Berest, c'est en gros une histoire, c'est sa propre histoire. Et en fait, elle va mener en 2003, je crois que c'est, sa mère qui s'appelle qui s'appelle Lélia Picabia, donc épouse de Berest, reçoit une carte postale de donc on voit là, qui en gros donne les 4 noms de son grand-père, de sa grand-mère, de son oncle et de sa tante, qui sont tous morts à Auschwitz, sans avoir d'autres indices, de rien du tout, à part que c'est une carte postale un peu vieille avec le palais Garnier devant. Et en gros, ça va être ça s'inscrit dans... Alors, elle va pas enquêter tout de suite, Anne, mais ça va s'inscrire en fait plus long, je crois 15 ans plus tard, après avoir reçu cette carte. Ils vont rien en faire, hein, mais 15 ans après, elle se pose un peu la question de ce que c'est elle, de ce que c'est maintenant d'être juif. Parce que elle va participer, je ne sais plus à quelle fête religieuse juive, où quelqu'un va lui dire, mais parce qu'elle n'a pas été élevée, Anne Berest, dans la, j'ai dit Claire, mais c'est Anne, dans la religion juive, elle n'est pas pratiquante, et du coup, en gros, elle va se poser la question, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins juif que quelqu'un qui est pratiquant? Et en fait, c'est toute cette question qui est intéressante sur qu'est-ce que c'est d'être juif, qu'est-ce que c'est d'avoir tout ce lien, et d'avoir du coup sa famille qui est morte à Auschwitz, est-ce que du coup et tout ce que ça peut engendrer. Et donc on va suivre en fait vraiment l'histoire de ces 4 personnages, et donc de sa grand-mère qui elle n'est pas morte dans les camps, et donc c'est tous leurs personnages depuis le début du XXe siècle en Russie jusqu'à de nos jours. Et j'ai trouvé que ce livre était mais magnifique, magnifique. J'ai pleuré plusieurs fois et j'ai trouvé que c'était vraiment, désolée, un des livres les plus beaux que j'ai pu lire depuis longtemps. Et donc vraiment, je le conseille, La carte postale de Anne Berest, un très 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 bon livre. Je vais essayer d'aller plus vite parce que j'en ai quand même 17 à discuter, donc je vais aller plus vite. Mais je pense que là, si vous devez en retenir 15, c'est La carte postale de Anne Berest. Pierre Lemaître, Le serpent majuscule. Alors celui-ci, il est un peu particulier parce que Pierre Lemaître, qu'on connaît bien pour toute sa période, il a écrit beaucoup de polars, puis ensuite ses trilogies, dont Au revoir là-haut qui a eu le Goncourt, et là il vient d'en sortir un nouveau. Donc il change, il fait des romans qui ne sont plus des polars. Il a annoncé que maintenant il n'écrirait plus de polars. Après avoir écrit plein de polars, il n'écrira plus de polars. Et ses fans ont été un peu... on râlait un peu, il s'est dit, mais tiens, j'ai encore ce premier livre qu'il n'avait écrit dans les années 80, qui n'a jamais été publié. Ils disent, je vais le corriger un petit peu, mais pas trop, et je vais le sortir pour voir, parce qu'en fait, il y a quand même des choses bonnes. Alors, en effet, je trouve que c'était un polar qui était assez loufoque et joyeux. Maintenant, il y a des choses qui, dans les années 80, ne passeraient plus maintenant. Ça passait dans les années 80, maintenant, voilà, ça passerait plus. Par contre, c'est sympa. On a plusieurs personnages, et en fait, on va suivre le personnage principal. C'est une tueur, Mathilde, qui est en gros on le comprend très vite, une tueur à gages. On le comprend dès le premier chapitre. Mais qui commence à être qui est un peu sénile, qui est un peu vieille, et qui commence à... Voilà. Et donc imaginez quand un tueur à gages devient un peu sénile et ne sait plus qui il doit tuer, pourquoi, comment, etc. Donc c'est totalement loufoque. En plus elle a un côté très colérique, très un peu soupolé, il faut pas l'embêter.
Donc clairement, voilà, c'est un peu problématique. Donc je me dis, c'était sympathique mais sans plus. Voilà. Le désosseur de Liverpool de Lucas Vest. Alors, c'est un livre on va suivre... alors, il faut juste que j'aille arrêter quelque chose, je reviens tout de suite. Désolée, il fallait absolument que j'arrête mon four. Et du coup, comme j'ai pas envie de faire de montage, voilà. Mais, alors, Lucas Vest, donc le désosseur de Liverpool. Donc Lucas Vest, il habite à Liverpool. On voit que Liverpool a une place très particulière dans ce roman. C'est un polar où on va suivre... alors, là, le sous-titre en haut, là-haut, c'est « Le désosseur arrive, le désosseur existe, il te découpera et ne gardera que tes os ». C'est basé sur une légende urbaine locale. Il y a un désosseur, un mec qui tue les gens, qui enlève et tue les gens dans les bois autour de Liverpool. Et donc cette légende urbaine qui se traduit qui se passe de parents à enfants entre eux, qui s'amusent à se faire peur, à aller essayer de trouver là où est la maison des osseurs, en fait, va être à la base de l'enquête d'un couple, alors ils sont pas ensemble, mais d'un duo de policiers, Louise Anderson et son collègue Shipley, qui sont appelés au chevet d'une jeune femme blessée à l'arme blanche et qui affirme avoir été agressée par le désosseur. Alors, je ne l'ai pas lu, je pense, dans les bonnes conditions, et je pense que vous savez à quel point ça peut jouer. Je pense que c'était... j'avais beaucoup de boulot et j'ai pas pu beaucoup lire à ce moment-là, et du coup, j'ai beaucoup coupé et j'ai pas avancé très vite. Et du coup, ça m'a un peu gâché, je pense, la lecture pour un polar qui est un polar honnête. Voilà, si vous aimez les trucs basés sur les légendes urbaines, voilà, avec des... une héroïne, Louise, qui est pas si... voilà, qui a un passé... bon, ça c'est classique hein, quand même, c'est classique. C'est classique, mais plutôt de bonne facture. Plutôt agréable à lire, sans plus. Sauf que, alors je sais pas, c'est ça ou je sais pas, parce que moi ça n'a pas été si agréable à lire. À part la dernière partie où justement j'avais un peu passé ce boom dans mon boulot et du coup j'ai pu enfin m'y plonger. Donc je sais pas à quel point c'est dû au contexte qui fait que j'ai pas apprécié tant que ça ou est-ce que c'est vraiment dû à la lecture. Donc je vous laisserai juger. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus de mon point de vue. Alors, un autre livre très différent, donc j'ai lu le dernier livre d'Amélie Nothomb, Premier sang, qui est paru aux éditions Albin Michel. Alors, très laconique à chaque fois en termes de description, il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Voilà, avec ça, vous n'avez aucune idée de quoi parler. Heureusement, il y a les critiques qui expliquent et les gens, et en fait, on apprend assez vite qu'on va suivre, c'était l'histoire de son père. Et donc, elle raconte en gros l'histoire de son père. Je m'attendais absolument pas par contre à ce qu'elle commence l'histoire de son père quand son père est bébé, enfin où il a 5-6 ans. Et donc on va vraiment suivre son père à partir du moment où il a 5-6 ans jusqu'à ce qu'il soit un jeune adulte. Donc en fait on croise pas Amélie, elle n'est pas encore née, mais on va croiser ce père donc qui est... donc son père en fait va devenir orphelin de père très tôt, très jeune, son grand-père donc était militaire, et va être élevé par ses grands-parents parce que sa mère ne se sent pas en capacité d'élever son père. Et donc il va avoir donc ce côté un peu bourgeois, protégé par ses grands-parents. Et également il va passer des vacances dans la famille Nothomb, donc la famille de son père paternel, qu'il n'avait jamais rencontré avant ses 6 ans, et il va y passer tout un été. Et là, c'est à l'inverse, pas du tout dans le cocon, pas du tout protégé. Ça va être une famille de nobles désargentés qui vivent dans un château, mais où ils n'ont pas à manger, où ils ont froid, où il y a plein d'enfants. Et en fait, lui, va être dans ce joyeux bordel un peu stressé. Il va adorer avoir cette expérience, cette vie-là.
Et du coup, c'était alors j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ce livre. Je lis pas énormément d'Aimee Nothomb de temps en temps, et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu n'en lis pas plus? Parce que c'est vraiment, j'ai vraiment aimé celui-là. Je trouvais qu'il y avait une, une délicatesse, une nostalgie, ouais, de l'amour qu'elle pouvait éprouver pour son père et pour l'enfance de son père, alors qu'elle n'apparaît jamais, hein, c'est pas ça, mais une description de l'enfance de son père et de l'adolescence de son père qui était euh, extrêmement émouvante, également de comment il a rencontré sa mère, c'est très intéressant. Et après, il finit donc ambassadeur, en tout cas travailler au consulat, je ne sais plus où exactement, dans quel pays, je sais plus où c'est, j'ai un doute si c'est en RDC ou pas, je sais plus. Et où il va être jusqu'à donc une prise d'otage. On commence avec une prise d'otage et voilà. Je peux pas dire tout, mais voilà, j'ai adoré ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui était pour moi ouais, et très émouvant sur l'amour qu'une fille peut porter à son père à un moment où elle ne l'a pas connu. Voilà, puisqu'elle n'était pas là. Autre livre, Jérôme Leroy, Norland. Alors c'est un tout petit livre qui est sur... Donc le Norland, c'est un pays imaginaire qui en fait est la Norvège. Et comme vous voyez, c'est en gros, ce livre, il est sur la tuerie d'Utøya. Et donc on va suivre Clara, 17 ans. Donc là, c'est aux éditions Point. Clara, 17 ans, fait partie des rescapés d'un massacre qui a ensanglanté la paisible Norland. Comme Clara n'arrive plus à parler, elle écrit à une amie française. Elle cherche à comprendre l'attentat qui a décimé ses camarades pacifistes cet été-là sur l'île de Clamarly. Alors, il y a deux choses qui m'ont... Alors, je sais pas comment expliquer. Ce qui était très intéressant, c'était vraiment de voir comment on vit en Norvège, parce que c'est vraiment la Norvège. Comment est-ce que c'est fait... comment c'est organisé, on va dire, la tuerie d'Utøya, sachant qu'il y a quand même une partie romancée, parce que ça n'est absolument pas la réalité de ce qui s'est passé pour la tuerie d'Utøya. Ils ont fait, en fait, c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas voulu, il n'a pas voulu l'appeler Norvège et vraiment faire on ne fait jamais référence à Utøya, mais on comprend bien que c'est de ça dont il s'agit, parce que Clara, en fait, c'est un personnage imaginaire qui n'a pas existé, et la manière dont les choses se sont passées ne sont pas celles décrites dans le roman, mais c'est vraiment essayer d'expliquer comment, à l'heure actuelle, dans un monde comme la Norvège, dans un pays comme la Norvège, ce genre de choses peut se passer. Alors, j'ai aimé et pas aimé. Il y a un truc que j'ai pas du tout aimé, c'est quand, voilà, comme Clara n'arrive plus à parler, elle écrit une amie française. Et j'espérais que l'amie française aurait un rôle, un lien, ou que, je sais pas, qu'il y ait quelque chose qui se passe avec elle. Bon, bah pas du tout. En gros, du coup, ça m'a un peu... voilà, bah pourquoi? On aurait pu écrire son propre journal, ça aurait été aussi bien, en fait. Donc je trouve que ça m'a un peu... je m'attendais à ce qu'il y ait un truc caché derrière et qu'en fait... Bon, bah pas du tout. Et ça m'a un peu... je trouvais ça un peu dommage. Après, c'était quand même très intéressant. Ça m'a d'ailleurs donné envie de regarder le film sur Netflix je crois que ça s'appelle 26 juillet, quelque chose comme ça. Qui avait une vision très différente, beaucoup plus documentaire de ce qui s'est passé, alors que là c'est beaucoup plus les émotions, et c'est vraiment un livre sur les émotions et la culpabilité d'avoir pu engendrer ce genre de massacre, voilà, d'avoir pu avoir un rôle dans ça, voilà. Je retiens pas plus que ça, mais il est pas mal quand même, si ça vous intéresse. Ouais. L'embuscade de Émilie Guillemin aux éditions HarperCollins Traversée. Alors, on va suivre Clémence qui est maman de 3 garçons et dont le mari Cédric est militaire dans les forces spéciales, je crois même. Et elle est réveillée un dimanche matin par des militaires qui lui disent que Cédric est tombé dans une embuscade. Et donc ça se passe en plusieurs... une délégation militaire sonne à la porte pour lui dire que il est tombé dans une embuscade. Donc on va se poser la question, il est mort, il n'est pas mort, etc. pendant un moment. Ça va être... En fait, ce qui était très intéressant, c'était de voir comment une femme de militaire peut vivre ces moments-là,
peut vivre cette attente, ce stress, comment aussi il y a une appartenance au corps militaire, même quand on est la femme d'un militaire, et comment est-ce que, en gros, quand on épouse l'ensemble des militaires. Je sais pas quoi dire pour pas... En fait, c'était pas tant l'histoire. L'histoire pour moi était intéressante. J'avais peur qu'il y ait... Alors, j'avais peur en commençant ce livre que ce soit vraiment que sur de l'introspection. Donc, on est tout le temps dans la tête de Clémence. Hein. Mais il se passe des choses. Il se passe des choses. Elle va partir, elle va faire des choses, elle va faire des... Voilà, il se passe des choses et c'est ça qui me faisait un peu peur. J'avais peur que ça ne soit que sur l'introspection, le fait d'être veuve, etc. Et c'est pas le cas. Ça y est, mais ça n'est pas que ça. Et du coup, je trouvais qu'il y avait une bonne dose, un bon dosage entre l'action et l'introspection. Et pour moi, c'était plutôt pas mal. Pas un coup de cœur quand même, parce que je trouvais qu'il y avait des longueurs et je me suis pas tant attachée que ça à Clémence, pour être honnête. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que justement, elle avait... Je ne sais pas. Il y a un truc qui m'a manqué qui fait que j'ai pas... peut-être parce que... je ne sais pas. Ce qui était intéressant, c'est que Cédric, son mari, n'est pas le seul à être tombé dans cette embuscade. Et qu'il y a d'autres femmes de militaires qui sont aussi du coup dans le même cas. Et c'était de voir à quel point le deuil, ce qui est intéressant de voir à quel point le deuil est différent en fonction de ces femmes. Et ça, j'ai trouvé ça par contre très intéressant. Et il y en a qui en veulent à l'armée, il y en a qui les soutiennent, etc. Et ça, c'était plutôt aussi un des points d'intérêt. Donc clairement, moi, c'est un milieu que je ne connaissais pas ou très peu. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça intéressant de ce point de vue-là. En plus, c'est très bien écrit, l'écriture est fluide, c'est assez agréable, c'est très agréable à lire. Donc, bonne découverte, bonne surprise. Alors, ensuite, j'ai lu La pluie néon de James Lee Burke. Alors, pourquoi j'ai lu ce bouquin? J'ai été totalement influencée par Séverine, Il est bien ce livre, qui avait adoré un truc qui s'appelle New Iberia Blues, je crois, ou une cathédrale à la soie, je ne sais plus, cathédrale à la soie peut-être, où on va suivre un flic qui s'appelle Dave Robichaud, qui est un flic de la Nouvelle-Orléans. Alors je pense que ça c'est la première aventure de Dave Robichaud, et il y en a eu depuis 15 ou 16. Et je pense que j'aurais pas dû commencer par la première, qui était dans les années 80, parce que c'était machiste et misogyne, et qu'il n'y a aucun personnage féminin quasiment d'intérêt. Non, mais il y en a un, mais tout le reste c'est vraiment de la figuration et encore. Ce sont toutes des putes ou des prostituées, voilà, des alcooliques. Donc je pense que le fait qu'il ait été écrit dans les années 80 a posé souci. Deuxième point qui m'a un peu gênée, c'est que je pense que j'ai rien compris. C'était très dur à suivre. C'était quand même très dur à suivre. Je pense que j'ai compris, j'exagère quand j'ai rien compris, mais j'ai trouvé ça très dur à suivre parce que, en fait, les gens... Mais c'est plutôt bien, en fait. C'est parce que les personnages sont tous gris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gentils, il n'y a pas des méchants. Ils ont tous une profondeur, ils sont tous à la fois gentils et méchants. Et du coup, c'est un peu perturbant des fois d'avoir... lui, on sait que c'est un mafieux notoire. Ouais, mais c'est un gentil dans l'histoire. Et d'ailleurs qui est frère avec le héros, enfin ce genre de choses. Et du coup, le fait de ne jamais savoir lequel était gentil, lequel était méchant, qu'ils se retournent tous, que en fait les gens ils sont amis, mais en fait ils sont ennemis, c'était un peu perturbant. Et puis c'était un peu long, puisque je pense qu'il fait, ah bah non, pas si long, il fait que 400 pages, pourtant il faisait un peu plus gros, mais c'était perturbant. Et je me suis dit, moi qui voulais les lire dans l'ordre, je suis plus sûre de les lire dans l'ordre parce que je trouve que j'aimerais bien voir maintenant à l'heure actuelle comment est-ce que c'est vraiment d'intérêt, est-ce que j'accrocherais vraiment au style actuel de l'auteur. Je trouve que Dave Robichaud était un personnage principal très intéressant et ça m'a plu. Maintenant il passe un peu vite enfin comment dire sans rien dire, c'est ça qui est très dur à chaque fois dans ce genre de choses, mais on va dire à tester. Je vais en lire un autre, je vais en relire un autre. Je sais pas encore si je vais lire le numéro 2 ou plutôt un 16-17 là maintenant actuel pour voir si ça colle et que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on va suivre, même si chaque enquête est indépendante,
on suit toujours une histoire. Là, par exemple, il n'est pas marié, je sais qu'après, il est marié à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, ce genre de choses. Mais c'était plutôt difficile à suivre pour moi, de par d'avoir des personnages aussi gris. Comment, je sais pas dire, aussi... voilà, on sait pas sur quel pied danser, on sait pas qui est gentil, qui est méchant, qui va se retourner, etc. Après, on sait que Dave Robichon se dit que c'est le héros, il a fait 17 bouquins, donc on sait qu'il va pas mourir, on sait qu'il va voilà, s'en sortir. Mais après, c'est à peu près la seule chose dont on peut être sûr. Donc voilà. À tester, d'autres, je verrai, j'attendrai d'en lire un autre avant de me faire un avis définitif sur cette saga. Les Dames de Marlowe, Mort contre triple, les Dames de Marlowe enquête, Mort contre triple de Robert Thorogood chez Audition de la Martinière. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec ce bouquin à tel point qu'en fait je l'ai commencé en novembre. Pas tant que ça, mais et je m'étais arrêtée au milieu et j'ai continué du coup en janvier. Alors c'est un cosy mystery comme vous pouvez le voir de toute façon sur la couverture et ça semble assez évident. Donc c'est dans la petite ville de Marlowe en Angleterre, Judith qui est sur la Tamise, Judith Potts, 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se baigne toute nue dans la Tamise et alors, au pays des incendies électriques, elle est la reine. Un soir, elle entend un coup de feu, et elle va mener l'enquête avec ses deux copines, qui sont pas vraiment ses copines, qu'elle va rencontrer, voilà, qui sont la femme Bex, la femme du vicaire, et Suzy, la problème de chien. Alors, je sais ce qui m'a gênée, c'est qu'en fait, aucune de ces trois personnages, en fait, qu'on va suivre, n'est vraiment sympathique. Alors, ça pourrait être un peu sympa d'avoir quelqu'un, c'était sympa d'avoir une mamie de 117 ans qui boit du whisky, qui nage à poil dans la Tamise. Je trouvais ça hyper cool et moi j'avais trop envie de le lire et de me dire j'espère qu'elle est un peu badass, etc. En fait, elle est pas du tout sympa, elle est pas du tout... je sais que c'est ce qu'il a choisi de faire, mais du coup je me suis pas attachée en fait au personnage. L'enquête, j'en ai rien à faire. En fait, on en a rien à faire parce qu'on n'a pas connu celui qui est mort, etc. En fait, on s'en fout des personnages et c'est ça qui m'a un peu embêtée. Après, c'est typique d'un Cozy Mystery où chaque village a ses petits secrets, ses petits trucs, etc. Et du coup, ça, c'était sympa. Alors, ce que j'ai adoré, par contre, c'est que... Alors, laisse-moi vous trouver. C'est qu'au milieu de chaque livre, en fait, Judith, elle est celle qui crée des mots croisés pour je ne sais plus quel journal. Et du coup, vous avez des vraies grilles de mots croisés à intervalles réguliers. Donc, il n'y en a que 3, je crois, dans les histoires, mais... Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa à faire et c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'ai continué parce que j'avais envie de faire les mots croisés et qu'en fait les mots croisés sont aussi liés à l'histoire. Donc en fait certaines fois on peut pas les remplir si on n'a pas lu l'histoire parce que ça peut être qu'est-ce que ça peut être par exemple c'est le métier de Bex. Bon, il faut savoir ce qu'elle fait comme Bex sinon pour qu'on puisse se remplir ce genre de choses. Mais ça c'était un côté sympa. Après de loin c'est pas du tout un des Cozy Mystery, voilà, je pense pas que je lirai la suite, pour être honnête. Et on en arrive au dernier, qui était au final celui que j'ai lu le premier en janvier, qui sont Les choses humaines de Karine Thuil. Alors je suis un peu en retard, puisque Karine Thuil, celui-là, il est sorti l'année dernière déjà, ou même il y a presque 2 ans, je crois, et qu'elle en a sorti un nouveau ce mois-ci, donc c'est pas celui qui vient de sortir, c'est vraiment celui qu'elle a sorti il y a 2 ans, en 2020 je pense. 2019 même, en 2019, et qui vient d'être adapté au cinéma. Alors, comment en parler? Donc, je vais déjà vous lire l'histoire. Donc, en fait, les Farrell forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français. Son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir, mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Alors, c'est... Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Thuil interroge le monde contemporain. Et alors c'est vrai, en fait, et c'est là où je pense que je me suis fait avoir, c'est que j'ai vu, ce qui m'a donné envie de le ressortir de ma palle que j'avais pas lu, c'était en fait la bande-annonce du film, où lequel j'avais l'impression c'était comment en gros l'accusation de viol d'un fils peut avoir toute la famille qui tombe avec en gros et et comment ça peut perturber à la fois non seulement le fils mais toute la famille, également la famille de la fille qui a porté plainte, etc.
Bon, ben, en fait, j'étais un peu déçue par le début parce que justement, on n'est pas du tout là et c'est vraiment et j'aurais dû plus me baser sur ce qui est écrit derrière. C'est vraiment comment est-ce que, on va suivre ce couple du coup de les Farrell qui sont, hem, dans les arcanes du pouvoir. Ils sont pas dans le pouvoir, mais c'est un célèbre journaliste politique français, donc on imagine assez vite PPDA. Elle est plus jeune, elle est avocate. Je crois qu'elle est avocate, elle n'est pas avocate. Je sais plus ce qu'elle fait. Elle n'est pas avocate. Je sais plus, mais elle est connue aussi. Et elle parle, elle s'exprime en public, etc. Et comment, en fait, comment le sexe est important dans leur vision. D'ailleurs, ça commence et le premier chapitre est génial parce que le chapitre, en fait, on voit que Claire Favell, en fait, elle est stagiaire à la Maison Blanche en même temps que Monica Lewinsky. Et ça, cette partie, moi, le premier chapitre m'a vraiment accroché. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en gros, c'est ça. Elle va se poser comment, en gros, sexe et pouvoir, comment ça joue ensemble. Et pas que pouvoir politique, c'est vraiment le pouvoir que ça a sur les personnes, sur les gens et sur tout le monde, quoi. Et, et voilà. Donc ça, c'est ça. Et ça, c'est vraiment toute la première partie du livre. La deuxième partie, du coup, fait que c'est sur donc cette accusation de viol, etc. et comment on réagit. Je pense que je me suis rarement autant énervée en lisant un livre. Et en même temps, c'était hyper bizarre parce que j'étais énervée par la réaction de ma fille. Et en fait, c'était totalement déplacé de ma part parce que j'aurais dû me dire, mais attends, chaque victime de viol peut réagir de manière différente. Et en fait, il y a plein de choses qui font que je n'y ai pas cru parce que je me dis, et c'est là où je me dis, il y a un problème, Fanny, tu n'aurais pas dû être aussi négative envers la victime parce que je me dis, pour moi, c'était évident. Mais je me dis, en même temps, c'est un reflet de la société de dire que je ne devrais pas avoir cette réaction-là vis-à-vis de la victime et que chaque victime va réagir différemment et que justement, c'était un peu ça qui était le but de Karine Thuil, c'est de faire réagir, de montrer que chacun, et elle le dit très bien à la fin, donc c'est là où je me dis, ah, en effet, elle avait raison et c'est moi qui n'aurais pas dû réagir comme ça en lisant ce livre. Mais il y a quand même des choses qui me disent, non, j'ai quand même... Et j'aurais envie d'en parler presque avec des gens qui l'ont lu parce que pour moi, il y a des choses qui ne colle pas en fait et j'en veux presque, et c'était horrible, hein, j'avais presque envie que le violeur s'en tire. Et pour une féministe comme moi, c'est extrêmement difficile à avouer parce que et ben non, en fait, pourquoi je pense ça, pourquoi en fait elle est pas du tout horrible, je sais pas comment l'expliquer. J'exagère hein, quand je dis ça, mais j'avais une sorte de, c'est pas ça, je voulais pas qu'il s'en tire, mais j'avais une sorte je comprenais pourquoi. Et je me dis, c'est ça qui je trouve difficile à notre époque, c'est qu'on doit se dire, pourquoi est-ce que on valide en gros ces comportements de prédateur qu'un homme peut avoir et comment on peut valider le fait qu'il pense qu'il a le droit de tout prendre, voilà, alors que je suis pas du tout comme ça. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu vraiment fait réfléchir. Vous voyez, ça fait un mois que je l'ai lu parce que j'ai vraiment tout au début du mois de janvier et quand même il me fait encore réfléchir sur ça et sur pourquoi mes réactions étaient conditionnées par la société patriarcale dans laquelle j'ai grandi. En gros c'est ça. Et je trouve que c'est bien qu'elle pose ce genre de questions. Et voilà, il y a encore du travail de déconstruction toujours à faire hein, et même auprès de gens comme moi. Donc voilà, si vous en voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire Les choses humaines de Karine Thuil. Bon, moi qui voulais être rapide, je ne l'ai pas du tout été. Mais j'espère que ça vous sera utile. Et si vous devez en retenir qu'un, la carte postale. Hein, je pense que j'aurais assez dit. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très vite.